Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du retrait progressif des subventions pour véhicules électriques. On sait qu'il y aura des changements au 1er janvier prochain, 2026. On parlera aussi d'une gamme modifiée pour certains modèles chez le constructeur Nissan, dont on a énormément parlé la semaine dernière, mais il y a beaucoup de mouvements chez le constructeur Nissan. Il sera aussi question de la Lamborghini Temerario que j'ai pu conduire la semaine dernière du côté de la Californie. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel véhicule Nissan vendu sous licence par le constructeur Suzuki a été offert chez nous en Amérique du Nord lors des dernières années de commercialisation des produits Suzuki? Bien, la réponse, c'est le Suzuki Equator, qui est essentiellement un clone de la camionnette Nissan Frontier. On l'a vendu pendant 4 ans, de 2009 à 2012 sur le marché américain, mais uniquement en 2009 et 2010 sur le marché canadien et en une seule version, alors que les Américains avaient droit à plusieurs déclinaisons. Ça n'a pas connu de succès. Les gens ne connaissent pas l'existence de ce produit-là. Et dites-vous bien une chose, mis à part la grille de calandre, les feux, quelques changements cosmétiques qui ont été apportés au véhicule, c'est un produit 100% Nissan. Une association qu'on en a eu ailleurs dans l'industrie. On se souvient aussi que Nissan avait offert sa fourgonnette Quest au constructeur Ford qui l'avait commercialisée sous le nom de Mercury Villager pendant 2 générations, la seconde n'ayant pas été vendue sur le marché canadien. Alors, il y a eu beaucoup de partenariats, mais le dernier pour Suzuki, ça a été évidemment celui de Nissan avec la camionnette Equator. On parle maintenant de Nissan, mais avec des nouveautés. Alors, le Pathfinder, qui n'est plus vendu sur le marché canadien depuis plusieurs mois en raison des contre-tarifs, Nissan revient sur sa décision et relance le Pathfinder pour 2026 sur le marché canadien, mais avec 2 versions seulement. Alors, ce seront les versions les 2 plus coûteuses, vous vous en doutez bien. La version platine, qui est la plus luxueuse, sinon le modèle Rock Creek, qui a une saveur plus aventurière. Ces 2 véhicules qui se vendaient bien chez nous. Et on apporte quelques changements cosmétiques. Ça permet au véhicule de mieux passer l'épreuve du temps. Je pense que les changements sont d'ailleurs réussis sur le plan cosmétique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on conserve le moteur à 6 cylindres, le V6 de 3,5 litres, qui est là depuis longtemps, qui a fait ses preuves, qui est fiable et qui est certainement plus intéressant que le moteur 4 cylindres VC Turbo qu'on a greffé sur le capot du QX60. Le Pathfinder devait initialement le recevoir et on a changé d'avis chez Nissan. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un moteur qui va faire 295 chevaux dans le cas de la version Rock Creek, 284 dans le cas de la version platine, ça ne change pas. Et ce ne sont essentiellement que des changements cosmétiques qui sont apportés au Pathfinder, qui revient donc sur notre marché. Et on ramènera aussi visiblement des versions de la camionnette Frontier et du Murano, mais les informations sont à venir. Maintenant, ce qu'on a dévoilé cette semaine, et ça, ce fut une surprise pour tout le monde, c'est le Rogue PHEV. Évidemment, on savait que le Rogue PHEV allait arriver prochainement. Nissan en parlait depuis un certain temps, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ça serait essentiellement un clone du Mitsubishi Outlander PHEV dans l'ensemble de l'œuvre. On savait qu'on exploiterait la motorisation, les éléments techniques provenant de l'Outlander PHEV, mais non pas les éléments de carrosserie, l'habitacle, essentiellement le véhicule au complet, auquel on ne fait que changer les emblèmes et c'est à peu près tout. Il y a des feux arrière qui sont redessinés légèrement, grille de calandre qui diffère un petit peu, quelques éléments cosmétiques, mais c'est essentiellement un Mitsubishi Outlander PHEV, la version la plus haut de gamme qu'on proposera chez Nissan pour 2026 sous le nom de Rogue PHEV, alors que ça n'a rien du Rogue qu'on connaît en ce moment. Bien sûr, on partage les éléments techniques du Rogue parce que c'est la même plateforme, mais le véhicule est un authentique produit Mitsubishi parce qu'on utilise la technologie hybride rechargeable provenant de chez Mitsubishi. Donc, un moteur 4 cylindres de 2,4 litres, jumelé à une motorisation hybride, une batterie de 20 kWh, ce qui permet d'aller chercher 61 km d'autonomie électrique et une puissance maximale combinée de 248 chevaux. C'est exactement ce qu'on retrouve du côté de l'Outlander PHEV.
Et je trouve que l'exercice est peu réussi parce que, d'une part, ça va faire mal à Mitsubishi qui n'avait certainement pas besoin d'un concurrent supplémentaire dans le contexte actuel où les crédits pour véhicules électriques se voient largement diminuer et donc où les ventes d'Outlander PHEV fondent comme neige au soleil. Mais je trouve également que l'exercice du côté de chez Nissan n'est pas très convaincant parce que ce qu'on a tout simplement fait, c'est de prendre un produit Mitsubishi, de mettre un nom Nissan dessus pour le vendre à plus grande échelle à travers un réseau qui est beaucoup plus large que celui de Mitsubishi. Alors évidemment, pour le constructeur Mitsubishi qui fabrique ce produit-là, ça peut constituer un avantage dans la mesure où on réussira à écouler davantage d'unités. Mais pour les concessionnaires Mitsubishi, c'est un peu frustrant de voir que les fruits de leur labeur se voient distribués à travers un autre réseau de concessionnaires. Encore une fois, ils n'avaient pas besoin de compétiteurs. Alors c'est un peu dommage. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'on sait que ce véhicule-là sera sur le marché que pour une seule année, parce que dès 2027, on va arriver avec une nouvelle génération du Nissan Rogue qui, elle, proposera une technologie hybride qu'on appelle e-Power. Est-ce qu'on pourrait aussi garder le Rogue PHEV sur le marché pour quelques années supplémentaires? C'est pas impossible, mais je ne crois pas que les objectifs de Nissan à court ou moyen terme, ce soit de conserver ce véhicule-là. Ce qu'on voulait chez Nissan, c'est avoir une alternative à la motorisation à essence traditionnelle qu'on propose en ce moment dans le Rogue, alors que la majorité des compétiteurs proposent des alternatives hybrides. C'est de plus en plus la norme, c'est de plus en plus la mode, et c'est là que connaissent beaucoup de succès des produits comme le CR-V, comme le RAV4 et comme le Hyundai Tucson qui se vend très très bien avec la motorisation hybride. N'oublions pas non plus le Ford Escape, même si ce véhicule-là tirera sa révérence à la fin de 2026, il y a énormément de ventes qui sont faites avec la motorisation hybride. Maintenant, Lamborghini Temerario, j'ai pu conduire cette voiture-là sur le circuit, un circuit détrempé parce qu'il pleuvait à torrent lorsque j'ai conduit la voiture. Bon, c'est une machine vraiment exceptionnelle et on amène énormément de technologie sous la carrosserie de cette remplaçante de l'Huracan qui aura été là pendant une décennie. Alors, la Temerario, c'est un moteur V8 4 litres biturbo de 789 chevaux, auquel on jumelle un moteur électrique qui est placé en sandwich entre le V8 et la transmission double embrayage à l'arrière du véhicule. Et à l'avant, vous allez retrouver deux moteurs électriques, un destiné à chacune des roues. Ce sont des moteurs électriques qui vont permettre notamment de circuler en milieu urbain en tout électrique, en formule roue motrice avant seulement et en silence, alors que si on active le moteur V8, bien là, évidemment, ça chante énormément. C'est une mécanique qui peut atteindre les 10 000 tours minute et ça sonne littéralement comme une Formule 1. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a une batterie de 3,8 kWh qui se situe sous la console entre les deux sièges. Et cette batterie-là donne essentiellement accès à une autonomie électrique d'à peu près 10 km, ce qui vous donne le temps de sortir d'un quartier résidentiel ou d'une zone urbaine pour qu'ensuite la motorisation thermique se mette en marche. Et la beauté de cette mécanique-là, c'est évidemment le fait qu'on ait un couple initial super intéressant grâce au moteur électrique dès les premiers tours de roue. Passer le cap des 2000 tours minute, bien là, évidemment, les turbocompresseurs font le travail et on obtient un couple maximal jusqu'à 7000 tours minute. Et ensuite, bien, c'est le V8 qui offre tout son souffle jusqu'à 10 000 tours minute, ce qui permet d'avoir une plage de couple linéaire et toujours au sommet. Sur une plage de 0 à 10 000 tours minute. C'est vraiment impressionnant comme machine. Les accélérations sont foudroyantes. On parle de 2,7 secondes pour le 0-100 km/h, vitesse de pointe à 343 km/h. Évidemment, je n'ai pas pu tester la voiture en ce sens, mais je peux vous dire que c'est particulièrement maniable, même sur chaussée détrempée. Et le truc qui m'a le plus impressionné, c'est la gestion des modes de conduite. Alors, c'est très intéressant de pouvoir rouler avec cette voiture-là, qui est plus conviviale aussi au quotidien que l'Huracan. Il y a plus de dégagement, accès plus facile, plus d'espace aux jambes, à la tête. Alors, les gens qui étaient intimidés, par exemple, par l'Huracan, risquent de trouver leur compte dans une voiture comme celle-là, qui n'est pas offerte à toutes les bourses, bien évidemment, parce que en ajoutant des options, les taxes de luxe, tout ça, vous pouvez facilement atteindre les 550 à 600 000 $, bien que le prix d'entrée avoisine les 425 000 $. Mais ça, c'est sans option,
sans frais de transport concessionnaire, préparation et évidemment sans taxe de luxe. Et la taxe de luxe à elle seule représente 10 du montant total de la facture. Alors, avec une facture à 425 000 par exemple, vous auriez 42 500 de taxe de luxe en partant. Donc, pas besoin de vous dire que c'est une voiture très coûteuse, dans les mêmes eaux qu'une Ferrari 296 GTB, mais une voiture qui me semble pas nécessairement plus solide, mais plus robuste sur le plan mécanique, parce qu'évidemment, on a fait appel à des éléments connus du groupe Volkswagen. On a emprunté plusieurs éléments qui proviennent notamment de chez Audi. Et disons que c'est un gage de confiance pour la fiabilité mécanique de cette voiture-là, alors que les hybrides rechargeables dans le monde des exotiques, ça a souvent été un cauchemar de fiabilité. Pensez à la McLaren Artura, à la 296 GTB chez Ferrari, voire même à la Corvette E-Ray, avec laquelle on a eu de nombreux problèmes depuis son arrivée sur le marché. Alors, une voiture qui arrive en ce moment sur le marché, la Temerario, c'est une 2026. On aura la chance de le conduire sur un essai un peu plus prolongé dans les prochains mois. Et évidemment, elle se déclinera en version Spider décapotable dans la prochaine année. Ça devrait être dévoilé d'ici quelques mois. On parle maintenant des subventions pour véhicules électriques parce que les gens se posent la question à savoir si c'est le moment ou jamais de s'acheter un véhicule électrique, considérant que les subventions vont baisser à 2 000 $ au 1er janvier 2026. La vérité, c'est que 2 000 $ d'écart sur un véhicule de 50 000 $, ça représente sur un financement de 72 mois une diminution de taux de 1,5 %. Alors, est-ce que c'est à ce point important? Est-ce qu'on ne pourrait pas vous octroyer un rabais supplémentaire en janvier, en février 2026, alors que les ventes sont pratiquement au point mort? C'est possible, mais grosso modo, comprenez que la différence entre acheter un véhicule aujourd'hui ou dans 3 mois, elle ne sera que symbolique si jamais il y a un écart de prix pour un même véhicule, parce qu'on fera des efforts supplémentaires pour liquider des véhicules qui n'auront pas été vendus fin novembre ou au mois de décembre 2025 par rapport à janvier ou février 2026. Donc, si vous préférez attendre quelques mois avant de faire votre achat, soyez sans crainte. C'est vrai que le crédit sera diminué de 2 000 $, mais vous pouvez être assuré d'une chose, les constructeurs vont s'ajuster pour qu'ils puissent continuer de vendre des véhicules dans la période morte de l'année qui se situe entre le mois de décembre et le mois de mars. Généralement, c'est les périodes où on vend moins de véhicules neufs. C'est connu dans l'histoire. Et donc, vous risquez quand même de faire de bons achats en janvier, en février 2026, sans que la facture ne soit majorée, ne serait-ce que de 20 ou 30 $ par mois. Alors, soyez sans crainte. Mais si vous avez l'intention d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui, allez-y. Il y a des stocks. La subvention de 4 000 $ est encore présente. Et sachez qu'on a déjà des rabais et des incitatifs très intéressants chez plusieurs constructeurs pour liquider des véhicules électriques alors qu'on est en fin d'année 2025 et qu'il y a encore beaucoup de stocks de 2025 chez les concessionnaires. En terminant, question de la semaine. Quelle voiture du constructeur Honda a été la première à bénéficier de la technologie VTEC? Réponse la semaine prochaine.